Affaire CNPM, l'ordonnance gracieuse de Mamadou Amadou Sankaré alias Djadje a été annulée. Les détails dans ce journal. Pour la stabilité de notre pays, la jeunesse Taptal Poulakou demande aux uns et aux autres d'éviter l'amalgame. Les responsables appellent à la cohésion sociale et à la paix. Dans les volets culturels, nous allons parler du lancement du livre intitulé Assurance maladie obligatoire ou Saïda Lakolon, une cérémonie présidée par Madame le ministre de la Santé, Dr Fantassi. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais, un titre. Le Conseil national du patronat du Mali traverse aujourd'hui une crise sans précédent suite au renouvellement du bureau de la structure. Djadje Amadou Sankaré et Mamadou Sensien Koulibaly, respectivement troisième vice-président et président sortant du bureau, se réclament tous présidents. Une bataille judiciaire interminable était enclenchée depuis le 12 octobre 2020 suite à la délivrance d'une ordonnance gracieuse par le tribunal de la commune 4 à Djadje Amadou Sankaré. Ainsi, la dite ordonnance vient d'être annulée ce vendredi 30 octobre 2020 par le juge d'instruction. Reportage. Le verdict de la justice concernant Mamadou Sensien Koulibaly contre Djadje Amadou Sankaré autour de l'élection du président du Conseil national du patronat du Mali a connu son épilogue ce vendredi 30 octobre au tribunal de la grande instance de la commune 4 de Bamako. Ainsi, un sitting de soutien à Mamadou Sensien Koulibaly a été organisé. L'objectif de cette manifestation, selon les initiateurs, est de demander une justice équitable. J'ai une impression satisfaisante parce que vu que c'est la première fois que le Conseil national du patronat s'adonne à la justice à couteau tiré, je pense que ça a été une bonne chose et je l'espère que ça sera une dernière fois que deux partis ou bien deux listes de confrontation se trouvent à la justice malienne. Les avocats, pour vous dire que je ne suis pas un juriste, les termes techniques ont dit que l'audience gracieuse a été annulée. Cela veut dire que Mamadou Sensien sera mis dans ses droits. Mamadou Sensien n'était pas, il était toujours resté le président du patronat. Vu que l'ordonnance gracieuse a été donnée le 9, alors que le mandat de Mamadou Sensien terminait le 10, cela veut dire qu'il y avait une contradiction déjà, il y avait beaucoup d'erreurs à corriger. Et je pense que les juges ont pris connaissance et ils ont corrigé leurs erreurs et c'est normal que Mamadou Sensien sera mis dans ses droits. J'appelle tout le monde, le camp de Djadje, le camp de Mamadou Sensien. Rien que l'union, et l'union fait la force. Nous sommes tous unis et nous tendons la main à Djadje de revenir à la maison et qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, on est là justement pour apporter une aide à Mamadou Sensien Koulibaly, qui a été un homme intègre dans ce pays-là. Quand je vois que la situation du pays est un peu malmenée, je veux dire que quelqu'un qui a porté haut et fort la femme malienne, la jeunesse malienne, les Maliens doivent apporter leur soutien à Mamadou Sensien Koulibaly car il a été d'une compétence incontournable au Mali ici par ses travaux, ses activités, ses aides. Donc moi je peux dire que ce que je peux dire, justice pour Mamadou Koulibaly, justice pour Mamadou Koulibaly. Justice pour Mamadou Koulibaly. Parce que depuis fort longtemps, je vous disais ça. Les juges maliens, je les fais confiance. Avec toute la confiance du monde. Ils ont prouvé aujourd'hui. Le jugement qui est là, vraiment, ça a été bien passé. Et Dieu merci. Je crois que les choses vont aller mieux maintenant. Il va revenir à sa place jusqu'à une nouvelle élection. C'est ça qu'on avait demandé. Et que la justice nous a entendu. Ils ont proposé les mêmes choses. Les autres commerçants, on voulait que tout le monde a se réunir et commencer à travailler. Il ne faut pas qu'ils vont rester dans le chômage pour autant qu'il y a un programme de patronat. Je crois qu'on va rester discret et que pour que les choses vont commencer doucement, lentement et que ça va au bout du compte. Dans les cas, s'il y a une élection, ça sera transparent. On veut que tous les Maliens s'entendent, les commerçants. Il n'y a pas de guerre entre les deux côtés. Ils n'ont qu'à essayer de comprendre. Nous, on est là. Je voulais que Mamadou Koulou, il est là pour tous les commerçants. La porte est gravement ouverte pour tous les commerçants. Nous sommes dans un secteur qui veut la paisibilité dans le pays. Donc dans tous les sens,
Nous ne voulons pas de troubles, nous ne voulons pas de quoi que ce soit qui n'est pas en rapport direct avec l'exercice libre de notre fonction. C'est-à-dire que de vendre, d'acheter et aller et revenir en toute tranquillité. Donc cela dit, nous nous sommes mêlés à aucun événement qui a un rapport aux troupes dans le pays. Jamais. Vous pouvez voir le soir, le commerce a toujours été tranquille dans tous les événements du Mali. Et nous avons été seulement les victimes. Donc cette fois-ci, en fait, nous sommes bien encadrés au niveau du patronat. Notre activité se passe vraiment conformément. Et l'assistance de M. Koulibaly n'a fait défaut en aucun secteur. Donc cela dit, un cheval qui gagne. Donc voilà. Et c'est pour rappeler les autorités par rapport à cela que en fait, nous sommes aujourd'hui mobilisés maintenant pour soutenir M. Koulibaly. Après des heures d'attente, le verdict du président du tribunal est tombé aux environs de 15 heures, dans lequel Mamadou Sensé Koulibaly est mis dans ses droits selon l'avocat du président sortant. Je crois que nous sortons évidemment du délibéré et une procédure marathon, mais nous sommes ravis parce que le droit a été dit. Le tribunal, dans sa sagacité, a rapporté l'ordonnance gracieuse qui a été prise au profit de Djadji Sangaré et avec tous ses effets. Je crois que ça ne pouvait être autrement. Et voilà, ce n'est pas le contentieux des élections. Ça, c'est une ordonnance gracieuse qui avait été prise au profit d'un candidat et qui a engendré évidemment des problèmes. Pour l'avocat d'Amadou Djadji Sangaré, la justice a déjà tranché. Aujourd'hui, le juge est revenu sur sa décision du 9 octobre par laquelle il autorisait Djadji Sangaré et les membres de son bureau à prendre fonction au CNPM. Ça veut dire que le juge a rétracté sa décision. En clair, c'est une décision qui est favorable à Mamadou Sensé Koulibaly. Merci. Après 3 renvois, le juge a finalement tranché. L'ordonnance gracieuse de M. Amadou Djadji Sangaré a été annulée et Mamadou Sensé Koulibaly reste le président du CNPM. Le président de la jeunesse Taptal Poulakou s'engage aux côtés des autorités pour la stabilité du pays qui passe par la paix. Selon le président de la jeunesse Taptal Poulakou, Amadou Ndiko, il faut un dialogue franc entre les Maliens et éviter tout amalgame. Il est interrogé par Sédou Sidibé et Morlaye Touré. Effectivement, aujourd'hui, la crise malienne elle est concentrée au centre. L'analyse que je fais de cela, je pense que c'est dû à l'amalgame. Parce que vous savez, aujourd'hui au Mali, nous avons tendance à oublier qui est notre ennemi. Aujourd'hui au centre, quand il y a ce devoir, certaines ethnies sont comparées directement aux groupes terroristes. Je fais allusion à la communauté Peul, qui est ma communauté. Et ce qui a aggravé la situation au centre, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au centre, les Peuls sont majoritairement représentés là-bas. Et depuis qu'il y a eu la création de groupes d'autodéfense des milices purement ethniques et qui en majorité combattent une ethnie, si je me permets de le dire, si vous permettez l'expression, c'est ce qui a aggravé la situation. Et tout peut tuer aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est un terroriste qui est tué, alors que c'est le contraire, ce qui se passe dans cette zone-là. Aujourd'hui, l'amalgame est animé dans la tête de tout un chacun. Tout le monde pense que les terroristes, parce que moi je ne vais pas les nommer djihadistes, ils ne le sont pas, et même ils commencent à se rendre compte qu'ils ne font pas du djihad, parce que ça c'est pas le djihad, nous tous nous le savons. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont compris que ce qui se passe c'est du terrorisme et que les autres communautés n'ont pas pu comprendre que ces terroristes n'ont rien à voir avec la communauté Peul, et tout le monde s'en prend à cette communauté, et malheureusement, au sein même de cette communauté Peul aussi, nous avons des jeunes qui ont pris des armes, qui veulent se défendre, parce que pensant que quand tu es Peul, tu es accusé d'être terroriste du coup, donc il va falloir se défendre. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au centre, et les Dogons, et les Peul sont victimes d'exactions extrajudiciaires. Cette crise est devenue tellement grave au centre. Tout cela est dû simplement à l'amalgame, nourri et entretenu par d'autres communautés qui comprennent très mal la crise au centre du pays.
Pour amener la paix au Mali aujourd'hui, surtout au centre, ce qui est très important, c'est de se ressaisir, c'est de bien faire une analyse, un diagnostic doit être posé, connaître qu'est-ce qui se passe au centre réellement. Parce que aujourd'hui, nous faisons une erreur d'analyse. Nous prétendons combattre les terroristes et malheureusement, nous combattons des paisibles citoyens. Les terroristes échappent à toutes les attaques parce qu'on ne les trouve même pas. On a vu tout de suite ce qui s'est passé pendant la libération du chef de file de l'opposition, honorable Soumaïla Cissé. On a échangé plus de 200 terroristes. Parce que moi, je ne vais pas quand même les qualifier de djihadistes, ils ne le sont pas. Et on nous dit qu'on ne peut pas négocier avec ces mêmes personnes. Moi, je trouve que c'est une erreur d'analyse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui au centre, c'est des communautés qui sont en conflit. Et c'est pourquoi il y a eu trop de bavures. C'est des communautés qui sont en conflit. En 2012, si vous vous rappelez bien, quand il y avait Moujaou en Chardine, au nord du pays et une partie du centre parce que Douanza était occupée, je vous assure qu'il n'y avait pas eu de bavure ni beaucoup d'exactions contre les populations civiles. Mais depuis, il y a eu une création de milices purement ethniques qui sont comme une armée supplétive pour épauler les femmes. Il y a eu de bavures. Parce qu'ils ont la main libre de circuler, ils circulent librement, ils portent des armes librement, ils font tout ce qu'ils veulent librement. Mais une autre communauté est interdite de circuler à moto, est interdite de porter des armes, est interdite de faire rien. Donc, du coup, ça va aggraver la situation. Maintenant, si on veut résoudre tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord reconnaître que nos militaires ne pourront pas résoudre cette crise. La force Barkhane ne pourra pas résoudre cette crise. La MINUSMA non plus. Elle n'est même pas venue peut-être pour résoudre cette crise. Ce qu'on doit faire, c'est de nous asseoir. Inviter tous les fils du pays, c'est-à-dire qu'ils soient des terroristes, je fais allusion à Iyad, à Hamadoun Koufa et autres, qu'ils soient des miliciens d'autodéfense, qu'ils soient des bandits, etc., qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on négocie pour trouver un accord qui va nous conduire à la paix. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en partant pour combattre ces gens-là, on ne les aura pas. Et sur le contraire, c'est les Maliens qui vont continuer à mourir. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, on a des nombres de morts. Et le djihadisme, le terrorisme prend toujours d'ampleur. Même à quelques kilomètres de Bamako, on n'est pas à l'abri. Donc du coup, il faut s'asseoir et négocier. N'écoutons pas ce que nous dit la France. Si la France nous demande de ne pas négocier, c'est une erreur. On ne peut que nous en sortir de cette crise en négociant. Avec Iyad, avec Koufa, avec tous les autres fils du pays qui ont pris les armes contre les pays. Et négocier entre les communautés pour ensemble, en parfaite harmonie, comme ils ont toujours vécu. Sans quoi, on n'aura pas la paix. Ça, moi, je suis persuadé qu'il faut négocier avec les terroristes, il faut négocier avec toutes les communautés. Il faut éviter de croire que tout peuple est égal à terroriste. Tant que ce terme existe, tant que cette idée existe dans nos têtes, on n'aura jamais la paix, parce que le peuple constitue le ciment du pays. Quand on essaie de voir ici à Bamako quelqu'un qui n'a pas une grand-mère Peul, ou une femme Peul, ou un oncle Peul quelque part. Et donc ça, je pense que nous constituons le ciment et on doit accepter que nous ne sommes pas des terroristes et nous ne le serons pas. Et il faut vraiment aller vers le Peul et le Peul aille vers les autres communautés pour aboutir à la paix définitive. Moi, c'est ma vision. Il faut négocier. Monsieur le Président. Je sais que cette transition me concerne directement vu que nous traversons une situation très difficile à surmonter. Et je pense que quand cette transition était porteuse d'espoir au début, mais aujourd'hui, je me demande fort, est-ce que cette transition arrivera à bout? Est-ce qu'elle va satisfaire nos ambitions? Parce que quand on essaie de voir, il y a eu un président de la transition, il y a le vice-président, il y a un premier ministre, et la constituante reste à faire. L'Assemblée nationale doit être constituée, donc le Conseil national qui reste. On ne sait pas comment ils vont former ce comité national, ce Conseil national, on l'ignore. Et nous savons aujourd'hui que depuis le début de cette transition, nous, surtout, je vais parler du centre et de notre communauté, nous avons quand même subi quelques exactions. Et même le 22 octobre passé à Libé, il y a eu plus de 27 peuls tués malheureusement, dont des femmes, des enfants, des vieillards. Et cette attaque, les femmes sont accusées d'être responsables de ces attaques. Donc nous avons peur parce que nous pensons que la transition doit tout faire pour négocier avec toutes les communautés. Revenir à la région et accepter, surtout les militaires, je parle des militaires, qu'ils acceptent qu'on doit
aller avec toutes les composantes, avec toutes les communautés du pays pour ramener la paix de façon définitive. On ne peut pas prétendre être aux affaires pendant la transition pour aller massacrer une communauté. Ça ne peut pas ramener la paix. Aujourd'hui, il faut composer avec toutes les communautés du pays, y compris les groupes armés terroristes, les groupes armés qui sont nommés d'autodéfense et autres. Toutes les communautés. Il faut négocier, il ne faut pas utiliser la force. Moi, c'est ce conseil que j'ai pour... Aujourd'hui, le pays n'a même pas besoin de grève. Inutile, je le dirais. Je m'excuse pour l'expression, mais c'est inutile parce que nous sommes dans une situation très complexe, très compliquée pour le pays. On doit sortir le pays de là. Et il faut l'union sacrée. Il faut aimer ce pays et mettre le pays au-dessus de tout le monde et de tout besoin. Moi, c'est ce que je pense. Certes, en partant en grève, ils vont paralyser. Ils ont paralysé déjà les activités de certaines personnes. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils reviennent à la région, qu'ils acceptent d'accompagner ce gouvernement de transition parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire face aux défis qui sont devant nous. Donc, il faut qu'on s'accepte et gérer de façon convenable cette transition et nous sortir de là et aller vers des élections apaisées. Je le souhaite pour qu'on ait un président démocratiquement élu. En ce moment, on peut faire des grèves et demander tout ce qu'on veut pour être à l'aise. Mais à cette période, vraiment, tout le monde doit se ressaisir et accepter d'accompagner le pays. Bon, c'est des administrateurs qui sont en grève. Si ce n'est pas vite réglé, je pense que ça peut avoir des impacts parce que c'est eux qui sont... C'est la machine. C'est la machine. Vous voyez, cette machine, tant qu'elle est en panne, on n'ira nulle part. On a dit des administrateurs. Je pense que même les préfets en font partie, non? Donc, nous savons le rôle joué par les préfets, par les gouverneurs, par les sous-préfets, etc. Donc, là, c'est quand même vital qu'ils reviennent vite et qu'on continue à travailler pour ne pas mettre le pays encore en retard. Toujours, ça va... Une grève est toujours négative. Si je comprends bien, elle va toujours entraîner des impacts très négatifs pour le pays parce que c'est pourquoi ces personnes se permettent d'aller en grève, c'est pour pousser les autorités à aller vers eux. Parce qu'ils savent que ça va entraîner des impacts très négatifs pour le pays. Sinon, ils n'allaient pas partir. Tout en sachant qu'en irant en grève, ça ne peut rien causer comme impact négatif, tu n'iras pas parce que tu sais que tes doléances ne seront pas prises en compte. C'est pourquoi les gens partent en grève. Donc il y aura des impacts négatifs. Enfin, culture pour boucler cette édition, le livre intitulé « Assurance maladie obligatoire » ou Sirada la Colon est disponible depuis ce jeudi 29 octobre. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence présidée par le ministre de la Culture, Dr Fanta Sibi, à l'Explique. Un début très difficile dû à l'incompréhension de sa mission et de ses visions. L'assurance maladie obligatoire est devenue aujourd'hui une source d'espoir pour bon nombre de Maliens qui étaient en difficulté aux accès des soins. C'est dans ce cadre que le jeune audacieux Amadou Ndiaya a écrit un livre intitulé « Assurance maladie » ou encore « Sirada la Colon ». Lancé ce jeudi à l'Explique au cours d'une conférence, le directeur de l'Université Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, à l'entame de ses propos, a souhaité la bienvenue à l'assistance. Madame le ministre, chers tous, on m'a demandé de dire un mot de bienvenue. Et vous constaterez aisément que se jalouse en moi tout de suite fierté et joie. Fierté de voir un diplômé historique qui se mettent dans l'intellection et c'est sa deuxième production. Ça mérite vraiment beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. La joie, c'est la joie de vous voir tous ici réunis ici, à Esprit, pour magnifier et célébrer ce mérite. Je ne serai pas du tout long parce que le programme va, par la force des choses, subir un tout petit peu de modification. Madame le ministre m'a fait savoir qu'elle vient d'avoir des contraintes et avec votre permission, elle souhaite juste après moi commencer par la fin parce que c'est elle qui devrait finir, donc on va commencer par la fin. Amadou Ndiaya, auteur du livre, quant à lui, a expliqué les raisons qui lui ont poussé à écrire ce livre. Pourquoi le livre Sirada la Colon? Je suis un bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire AMO. Je suis assuré à l'AMO. À chaque fois que je me rends dans une pharmacie, je regarde les prix sur l'ordonnance et ce que je paye.
j'ai dit Dieu merci. Finalement, je me suis dit, à chaque fois j'ai dit Dieu merci. Est-ce que je ne vais pas aller au-delà de ça? Pourquoi j'ai décidé d'écrire sur l'amour, qui est ma contribution pour assurer la pérennité du régime d'assurance maladie obligatoire. C'est un livre qui parle sur la présentation de l'AMO, les organisations gestionnaires des hameaux. Dans la présentation de l'AMO, il s'agit aux citoyens de savoir une idée sur l'assurance maladie obligatoire, parler sur les avantages, comment adhérer à l'AMO. Il y a plusieurs sections qui se trouvent dans le livre. Section aussi destinée aux questions et réponses de l'AMO. C'est 21 questions où vous pouvez trouver tous les éléments de réponse. J'ai parlé aussi des procédures à suivre, c'est-à-dire l'affiliation, la pré-immatriculation. J'ai aussi parlé des taux de prise en charge. Vous savez, aujourd'hui, l'AMO, c'est un bien précieux que tous les Maliens doivent être responsables de la bonne gestion de l'AMO. Je vais dire ainsi, surtout les cas de fraude de l'AMO, j'ai beaucoup évoqué cela dans le livre. Les fraudes nuisent à l'assurance maladie obligatoire. Mais les fraudeurs, c'est qui? C'est nous les citoyens. C'est pour cela que j'ai écrit les livres en tant que citoyen. Il est temps que nous, les citoyens, on s'approprie de l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire aide les pauvres. Imaginez sur les prises en charge, 100%, la CANAM prend 70% et l'assuré prend 30%. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Moi j'ai écrit les livres dans cet esprit. C'est ma contribution en tant que citoyen pour aider. Et la CANAM, les organismes gestionnaires délégués, ensemble on prend soin de ce puits commun que j'appelle Siradala-Kolon. Le Siradala-Kolon, ça sert tout le monde. Et si nous prenons soin de ce puits collectif, ça va nous servir tous. Et nous avons tous intérêt qu'il y ait toujours de l'eau dans ce puits-là. Donc c'est dans cet esprit que j'ai écrit le livre. C'est pour faire passer le message et que les Maliens sachent c'est quoi l'assurance maladie obligatoire. En parlant sur les avantages, la fraude, et on a fait aussi des recommandations dans le livre. Avant l'élaboration du livre, c'est l'occasion pour moi de remercier quand même l'Institut ISPRIC qui a mis à ma disposition une équipe d'enquête composée de 10 étudiants de l'ISPRIC. Je les félicite également. Pendant ces enquêtes, ils sont partis voir certains bénéficiaires, les officines. Ils ont été à la CMSS, à l'INPS. C'est après cette étude qu'on a eu à faire des recommandations. La fraude à l'AMO joue sur la performance de la prise en charge des soins aux assurés. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est après tout ceci, j'ai aussi parlé de l'initiative aux certains jeunes. Que ce ne soit pas moi seul qui s'occupe de l'AMO en tant que citoyen. C'est pour cela qu'actuellement, nous sommes avec des associations, dont l'Association Avenir des Jeunes du Mali, l'Association Jeunesse Art, des comédiens, des chanteurs, pour vraiment traduire le livre en un spectacle. Le spectacle sera dans la colonne. Ça va être un spectacle où on va diffuser les messages de sensibilisation et d'information à l'endroit des Maliens. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens font la fraude. Ils ne savent même pas quelles conséquences peut y avoir. À la longue, ils peuvent avoir une incidence financière. Ce qui va faire que l'AMO, qui peut être un goulot d'étranglement pour l'AMO, on ne le souhaite pas. Donc, il faudra aller vers la sensibilisation. Bien vrai qu'il y a eu la carte biométrique qui va beaucoup, sans nul doute, diminuer la fraude à l'AMO, mais tant que les citoyens ne sont pas conscients de cette fraude, ça va continuer. Donc, les acteurs premiers, c'est nous les citoyens. Nous avons tous intérêt que l'AMO continue dans un pays pauvre comme le Mali. Moi, j'ai écrit le livre dans cet esprit citoyen
Et je me suis dit qu'il faut qu'il y ait ce mariage entre la citoyenneté, les citoyens et l'amour. Et qu'il y ait un divorce entre la fraude et l'amour. Pour le bien de nous tous. Dans le livre aussi, j'ai eu à parler sur le RAMET, le régime d'assistance médicale, qui est très très important. Le RAMET concerne les indigents. Ils sont à peu près à 6-7% de la population. Qui est indigent, c'est toute personne dépourvue des ressources. Quelqu'un qui est dépourvu des ressources, si tu lui dis d'aller s'assurer à l'amour, là, tu as créé un problème. Donc le RAMET est là pour ça, qui est géré par l'ANAM. Mais pour bénéficier du RAMET, il te faut une attestation d'indigence qui est délivrée par la mairie de ta localité. Et là, tu es assuré à 100%. Heureusement, il y a l'État qui prend 65% et la collectivité territoriale 35%. J'ai eu à parler aussi sur le RAMET, qui est vraiment utile dans un pays comme le Mali, un pays majoritairement pauvre ou à faible revenu. Parmi nos recommandations dans les livres, il y a eu des recommandations qui ont été adressées à la CANAM, parce que sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur un point qui est très important, même moi j'ai été victime de ça, c'est que les droits sont fermés pour les assurés. On ne nous envoie pas de messages. C'est un jour, tu te pointes à l'hôpital ou à la pharmacie, on dit que le droit est fermé. Si la CANAM peut prendre le soin, au moins d'envoyer des messages à l'avance aux gens pour qu'ils soient informés de cela. Ça va éviter une surprise. Ça, c'est juste une recommandation dans le livre, il y en a beaucoup. Donc, pour les assurés, c'est qu'ils doivent arrêter de faire la fraude. Donc, c'est des trucs qui sont très très importants. J'ai aussi à parler des perspectives dans le livre. Du passage de l'AMO au RAMU est vraiment salutaire. L'AMO jusque-là, ça concerne des fonctionnaires, des travailleurs. Mais le RAMU va au-delà de ça. À l'instant des fonctionnaires et des travailleurs, le RAMU sera ouvert au secteur informel et au secteur agricole. Et là, il faudra une communication soutenue sur le RAMU pour éviter les mêmes difficultés qu'a connu l'AMO au début. Je ne dirais pas que c'était une mauvaise communication, même s'il y a certains syndicats qui ont voulu saboter la chose. Mais il y a eu quelque part une mauvaise communication autour de l'AMO. Surtout, beaucoup de Maliens se plaignaient de l'assurance maladie, le mot obligatoire. Or, dans le livre, moi j'ai vu le mot obligatoire dans un sens positif. Obligatoire pourquoi? Moi je suis obligé d'assurer ma voiture et l'État est obligé d'assurer les travailleurs. Moi j'ai vu le mot obligatoire dans ce sens. Chaque État doit assurer les fonctionnaires, les travailleurs, comme nous aussi nous sommes dans l'obligation d'assurer nos voitures. Donc à ce niveau, je ne vois pas de problème. Donc ensemble, vous et moi, engageons-nous avec la CANAM pour une bonne pérennisation de l'AMO. Et je vous demande, je ne vais pas dire tout ce que j'ai dit dans les livres, pour ne pas donner la paresse aux uns aux autres d'aller lire les livres. Pour toutes vos questions et éclaircissements, je vous renvoie à lire le livre L'assurance maladie obligatoire sera dans la colonne de M. Amadou Ndiaye. Je pense que c'est très important. Ce que j'ai fait, ce n'est pas destiné à être vendu. J'ai pu faire quelques quantités que je vais donner aux citoyens gratuitement. Et là, c'est ma contribution à la commune. Avant de terminer, je remercie Monsieur le préfacier et je remercie très très sincèrement, particulièrement, un monsieur que j'ai connu il n'y a pas 3 mois, qui m'a beaucoup impressionné par son soutien moral. Pas un soutien financier, un soutien moral, qui m'a donné beaucoup de courage d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de M. Guino, le conseiller technique à la CANAM. J'ai vu en lui un grand frère. Après, je remercie l'équipe d'enquête. C'est l'œuvre de nous tous. C'est les jeunes étudiants qui sont ici, les apprenants. Ils sont en classe de 9h à 13h.
Et à 14h, ils prenaient mes fiches d'enquête pour aller sur le terrain, sous le soleil. Je les regardais. Des fois, je n'avais même pas les prix de carburant pour les donner. Et je leur félicite pour ça. Je sais qu'ils étaient tous engagés. Et aussi les associations qui sont venues autour de moi, AJM, les chanteurs, les comédiens, Jeunesse Art, afin qu'on traduise les livres en spectacle, théâtre, slam, chant, pour une compréhension simple, précise de l'amour par nos citoyens. Et je sais que ces spectacles, nous allons le faire comme nous avons fait ces livres, pour préparer les citoyens à la bonne gestion de l'amour, pour préparer les citoyens au mariage des citoyens et de l'amour. Et c'est pour préparer aussi le secteur agricole et le secteur informel sur le RAMI, le régime d'assurance maladie universelle. Enfin, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir. Et avant de partir, mon dernier remerciement va revenir à mon équilibre, ma très chère épouse. Donc les livres sont disponibles et je vous souhaite une bonne lecture du livre. Je vous remercie. Le préfacier du livre, Mahaman Babi, directeur de la CANAM, pour sa part, a exhorté quelques difficultés dont sa structure fait face. C'est un réel plaisir pour moi et vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, en ce jour saint du Mawlud, pour lancer le livre sur l'assurance maladie obligatoire. Permettez-moi de vous remercier toutes et tous d'avoir fait ce déplacement, d'avoir fait le déplacement malgré ce jour de fête. Lorsque nous avons été saisis par l'auteur du livre pour l'accompagner, nous n'avons pas hésité un seul instant, parce que nous avons estimé que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un jeune qui se lance dans l'écriture. Et nous n'avons pas hésité non plus parce que nous savons que ça allait être une opportunité de parler de l'amour à des gens qui l'utilisent également au quotidien. Je voudrais, à la suite de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, rendre un vibrant hommage au président Amadou Toumani Touré, qui est donc l'initiateur de ce dispositif de santé. Et récemment, vous l'avez suivi, il dit que c'est une de ses fiertés, l'assurance maladie obligatoire. Je pense aussi qu'aujourd'hui, contrairement à ses débuts, l'assurance maladie obligatoire est reconnue comme un des plus grands amortisseurs sociaux créés depuis l'indépendance du Mali. Malgré le fait que jusque-là, elle n'est pas encore universelle. Et vous savez que nous sommes dans une compétition mondiale pour la couverture sanitaire universelle. Et en principe, le Mali s'est préparé à cette couverture sanitaire universelle parce que la loi sur le régime d'assurance maladie universelle a été promulguée le 31 décembre 2018 et a prévu une phase transitoire de 2 ans, 2019-2020. Donc au 31 décembre de cette année, nous allons devoir basculer sur le RAMI, le régime d'assurance maladie universelle, même si, il faut l'avouer, nous n'avons pas tous les textes qui sont prêts et nous allons d'ailleurs entrer dans une sorte de vide juridique que nous sommes en train d'essayer d'anticiper et de gérer. Avec donc ce régime d'assurance maladie universelle, l'amour que nous avons actuellement va entamer une nouvelle phase de sa vie qui nécessitera une synergie d'efforts et d'actions de tous les acteurs impliqués dans son fonctionnement. L'amour, c'est un bien précieux sur lequel chaque Malien et chaque Malienne doit veiller.
distingués invités, ce livre vient à point nommé. En écrivant ce livre, l'auteur apporte, et Madame le ministre a rappelé sans nul doute, une contribution de taille à la vulgarisation de l'assurance maladie obligatoire. Il va parler des différents chapitres qui détaillent à souhait le dispositif AMO, et ça va être un outil d'information et de sensibilisation de tous les acteurs impliqués. Comme je l'ai rappelé dans la préface du livre, le système de santé au Mali se renforce de plus en plus grâce en partie à la contribution de l'assurance maladie obligatoire, à son financement par remboursement des prestations de santé, l'amélioration des services d'accueil des établissements de santé par la construction de bureaux des entrées que nous appelons communément espace AMO. La CANAM par ma voix remercie l'auteur du livre pour le choix porté sur l'assurance maladie obligatoire. L'auteur est d'autant plus à remercier et à encourager en cette période des nouvelles technologies de l'information et de la communication où l'écriture, la bonne écriture, n'est pas l'apanage de la jeune génération. Lorsque vous allez recevoir des messages des jeunes aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas toujours facile à déchiffrer. Donc, ils sont même souvent étonnés que vous écriviez dans des SMS les mots complets avec des points, des virgules et des points d'exclamation. Parce que c'est vraiment pas la situation. Donc, vraiment, M. Diaye, vous êtes à féliciter. Donc, tous nos encouragements à vous et surtout à l'ouvrage que vous souhaiterez sortir bien prochainement sur l'audit. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre très amable attention. Selon Madame le ministre de la Santé, l'assurance maladie obligatoire doit cette réussite à l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il m'est aussi particulièrement agréable de souhaiter la cordiale bienvenue à ce grand homme profondément attaché au bien-être des hommes, des femmes, des enfants de ce pays, que j'ai nommé son Excellence Amadou Toumani Touré. Il faudrait rappeler l'adage qui dit « Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. » Excellence président Amadou Toumani Touré, vous avez construit le bonheur des Maliens à un moment donné de notre histoire par le démarrage des activités de l'assurance maladie obligatoire AMO en mai 2011 sur toute l'étendue du territoire. Recevez notre reconnaissance. L'AMO a enregistré des acquis et des avancées louables malgré la difficulté de démarrage due à des résistances de certaines corporations. Aujourd'hui, la nécessité de l'AMO ne se discute pas, car elle permet d'éviter l'anxiété face aux dépenses en matière de prise en charge de soins de santé, mais aussi de renforcer de plus en plus le système de santé grâce à sa contribution, son financement par le remboursement partiel ou total des prestations de santé, l'amélioration des services d'accueil des établissements par la construction de bureaux d'entrée, espaces AMO, le renforcement des plateaux techniques des services de santé des armées et des forces de sécurité, la construction d'un service d'ophtalmologie pédiatrique à Lyotta. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de saluer l'initiative de M. Ndiaye. En écrivant ce livre, l'auteur apporte sans nul doute une contribution à la vulgarisation du rôle de l'AMO en mettant en exergue ses avantages. Les différents chapitres du livre détaillent à souhait le dispositif de l'AMO. Pour rehausser cette réforme et couvrir toutes les couches sociales, pour plus de justice sociale, d'équité, d'égalisation des chances, les plus hautes autorités ont décidé l'optimisation de l'AMO par le passage à un régime d'assurance maladie universelle rendu dans le cadre de son extension de la couverture de risque maladie. Il s'agit donc de permettre désormais aux travailleurs du secteur formel, informel, du monde agricole de bénéficier, à l'instar des fonctionnaires et des travailleurs au sens classique du Code du travail, d'une couverture sociale dans le domaine de la santé. Mesdames et messieurs, pour y parvenir, les organes appropriés ont été mis en place à l'effet de mener harmonieusement le processus devant conduire
à l'opérationnalisation du RAMU, à savoir un comité de réflexion et de suivi du groupe et un groupe d'experts. Permettez-moi à ces instants solennels de féliciter très chaleureusement l'auteur ainsi que toutes les associations, artistes, chanteuses et comédiens pour cette belle initiative qui permet sans nul doute de contribuer à la pérennisation de l'amour dont tous les Maliens sont fiers aujourd'hui. L'interprétation du livre en spectacle de théâtre va permettre une compréhension simple des citoyens sur l'amour et ils se doivent d'accompagner la CANAM afin de réussir sa mission de bonne gestion de l'amour où la devise est cotiser selon ses moyens et être servi selon ses besoins. C'est donc sur ces notes d'espoir que je déclare au nom de son Excellence le Président de la Transition, le Vice-président, le Premier ministre, lancer le livre sur l'assurance maladie obligatoire au Mali, Sira Dalla Colon. Ni Tato Mimi, qui a tout son sens. Je vous invite tous et toutes à faire une bonne lecture de ces livres. Je vous remercie pour votre généreuse écoute. Que Dieu bénisse le Mali. Notons que le jeune écrivain Amadou Ndiaye, un fruit de l'esprit, est à son 2e livre. Bonne chance à lui. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.